jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et il est 8h17 et je suis avec Philippe Baptiste, le nouveau patron du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Bonjour Philippe Baptiste. Bonjour. Alors, vous savez qu'on est passionné ici par l'espace, par la French Space Tech. On reçoit beaucoup, notamment à 6h45 dans la French Tech, de start-up du spatial. Elles ont levé d'ailleurs ces 35 start-up de l'espace 260 millions d'euros, rien que pour la France. Est-ce que Philippe Baptiste... on va peut-être enfin rattraper le retard avec les Américains qui, avec évidemment SpaceX, Elon Musk, Jeff Bezos, depuis longtemps, ont permis à des acteurs privés d'investir le terrain de l'espace. En fait, le spatial change parce qu'aujourd'hui, grâce à la techno, on voit des coûts d'accès à l'espace qui sont beaucoup plus bas qu'avant. Et donc, ça veut dire que derrière, il y a de nouveaux acteurs économiques, et en particulier des jeunes entreprises, des startups, qui sont capables d'aller attaquer des marchés du spatial, ce qu'il y a 15 ans, elles ne pouvaient absolument pas faire. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est à la fois sur l'aval, c'est-à-dire toutes les entreprises qui vont récupérer de la donnée sur du spatial pour faire des applications, pour faire des services. Par exemple, on en a parlé ce matin, mesurer depuis l'espace l'humidité d'un champ agricole, repérer des bateaux, Kineis, Unseen Labs, Space Sense, autant de start-up françaises. Et c'est les start-up françaises qui ont été, pour certaines d'entre elles en tout cas, très soutenues par le CNES pendant très longtemps. Et puis, mais alors vous avez non seulement en fait utilisé les données, mais vous avez aussi des startups qui elles vont dans l'espace, c'est-à-dire qu'elles envoient des composants, voire même complètement des nanosatellites aujourd'hui dans l'espace. Et ça, c'est parce que les coûts ont vraiment baissé. Donc c'est vraiment, on voit un phénomène vraiment très très fort. Et c'est génial parce que on voit l'esprit des startups qui arrivent avec des capacités à prendre des risques qui sont évidemment très importantes. Et cette capacité à prendre des risques, c'est aussi un moyen de se réinventer. Et moi, je crois profondément que le spatial de demain, il est en train de se réinventer aujourd'hui, entre autres par les startups. On aura toujours besoin des agences, on aura toujours besoin des grands industriels, mais les startups, elles ont un esprit de renouveau absolument incroyable. Est-ce que du coup le CNES va devoir aussi, et l'Agence spatiale européenne, changer? Parce qu'en fait, j'imagine que c'est 40-50 ans de culture d'entre-soi, c'est normal d'ailleurs, hein. Les expertises, les ingénieurs, l'argent, il était dans des structures publiques. Est-ce que c'est une révolution culturelle de se dire on va déléguer une partie de l'innovation et de la conquête à des entreprises privées? Alors oui et non. Non, parce que on a quand même, en particulier au CNES, une tradition de travailler avec les industriels, c'est vraiment dans notre ADN. Je sais pas, tous les grands industriels aujourd'hui, y compris nos champions dans les télécoms, aujourd'hui, à un moment ou à un autre, ils ont bénéficié du savoir-faire du CNES. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils viennent du CNES, mais enfin, il y a vraiment des liens extrêmement forts. Et travailler avec l'industrie, c'est tout le temps. Maintenant, effectivement, il faut travailler peut-être différemment. Pourquoi ? Parce qu'en face de nous, on a des acteurs qui sont petits, qui sont fragiles aussi, qui prennent des risques, mais qui ont aussi des probabilités d'échec qui sont parfois plus élevées. Et donc ça veut dire que ça nous questionne vraiment sur notre manière de travailler. Ça, c'est pas dans la culture, peut-être, effectivement, de se dire, on va mettre de l'argent, on va aider, on va investir, et peut-être qu'il n'y aura rien au bout. Mais c'est surtout que, alors ça dépend énormément du type de programme dont on parle, mais si vous intégrez un objet d'une start-up dans un très gros programme qui va se chiffrer en centaines de millions d'euros, et qu'à un moment donné, la start-up peut pas délivrer parce que, pour plein de bonnes raisons, vous mettez en jeu le programme. Donc ça, c'est très compliqué. Mais heureusement, il y a plein d'autres programmes qui sont des programmes plus petits. Et moi, je crois profondément qu'en fait, ce dont elles ont besoin, les start-up, aujourd'hui, j'en ai reçu beaucoup là au cours des premières semaines de mon mandat, c'est elles ont vraiment envie aujourd'hui de travailler avec nous, et elles ont envie de travailler avec nous, non pas pour avoir de la subvention, non pas pour qu'on vienne les aider, mais elles ont envie de nous aider, et elles ont envie de nous aider à travers des contrats. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est ça qu'il faut qu'on développe. On en a déjà, mais on a vraiment, je pense, de très grandes marges encore devant nous. Vous avez des marges de manœuvre pour investir dans ces startups? Vous travaillez avec la BPI? Comment ça se passe en fait? Alors en fait, on est sur toute la chaîne. Ça veut dire qu'on va, pour ainsi dire, de l'évangélisation précoce des utilisateurs de données, par exemple, à un moment donné, de l'idéation, des hackathons. On est sur toute cette chaîne. Après, il y a un certain nombre de choses où effectivement, avec la BPI, on travaille beaucoup, on réfléchit à des fonds pour pouvoir investir dans des startups, en particulier sur de l'early stage. Mais moi, je crois encore une fois que l'enjeu numéro un, c'est
travailler avec les startups, mais travailler avec les startups sur un mode de contrat. C'est-à-dire pas tellement pour les subventionner, pas tellement pour leur donner du savoir-faire que souvent elles ont. Enfin, elles sont contentes de travailler avec les ingénieurs du CNES, évidemment, puisque on est quand même au CNES, au cœur de la science et de la techno, et on a des super ingénieurs qui savent faire énormément de choses. Mais leur objet, c'est d'avoir des contrats et qu'on les fasse travailler. Et oui, on a les marges pour faire ça. Vous êtes un brillant ingénieur, mathématicien, mais l'espace, même si j'ai vu que vous construisiez en Lego des fusées et des modules lunaires, comme moi d'ailleurs, n'empêche que là, vous êtes immergé dans cet espace qui a peut-être été un rêve longtemps d'enfant, et qu'aujourd'hui, votre boulot, c'est quoi vos premières impressions, vos premières semaines au CNES ? D'abord, c'est un enthousiasme absolument incroyable, des équipes qui ont toutes l'œil brillant alors ça doit être les étoiles qui les font rêver, mais non, mais c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans le monde de la science, que je connais bien. Il y a une passion autour de ce qu'on fait, autour des objets technologiques et des objets scientifiques qui sont développés, qui est absolument incroyable. Et puis c'est une envie de bouger et c'est une envie de travailler vers la suite. Est-ce que vous vous dites quand même parfois, on n'y arrivera pas à rattraper les Américains qui sont repartis dans cette nouvelle conquête de l'espace. D'ailleurs, les Français, les Européens découvrent avec émerveillement cette deuxième vague de la conquête spatiale après les années 50-60. On est reparti, on va aller peut-être habiter la Lune, Mars, on va peut-être aller faire de l'exploration minière, on en a parlé ce matin, parce qu'on n'a plus de minerais sur notre planète, on va aller en chercher sur la Lune. C'est incroyable, cette nouvelle aventure. Est-ce que on va y arriver, les Européens ? Alors, je voudrais surtout pas qu'on ait une image d'une Europe qui est à la traîne dans le monde du spatial. C'est pas du tout le cas. Il y a des secteurs entiers où l'Europe est juste le champion international. Vous prenez, je citais par exemple tout à l'heure l'exemple des satellites de télécommunication. 60% du marché international, il est tenu par les deux grands acteurs qui sont deux acteurs français aujourd'hui, enfin européens. Pour les lanceurs Non, pour satellites de télécom. Pour les satellites. Pour les satellites de télécommunication, on est les champions internationaux. Dans matière de l'observation, domaine absolument clé aujourd'hui pour monitorer la planète, pour suivre le climat, pour suivre la météo, etc. Là aussi, on est des champions avec des savoir-faire technologiques qui sont à peu près uniques au monde. Donc on n'est pas du tout. Ce qui explique qu'on ait encore notre place dans les vols vers l'ISS, par exemple. Mais alors, totalement. Et puis, si vous regardez bien, dans les grands appels aujourd'hui, la NASA qui est, par exemple, qui part sur Mars aujourd'hui, dans les grands appels qu'ils font aujourd'hui pour embarquer des instruments sur les rovers, etc. La France à chaque fois a gagné parce que a gagné plusieurs appels, en particulier sur les caméras et sur des capteurs, parce qu'on est très très bon. Donc on a du savoir-faire, on a des super industriels. Après, évidemment, il nous a pas échappé que du côté des US en particulier, il y a un virage qui a été pris avec SpaceX en particulier, mais pas que SpaceX, un certain nombre d'acteurs, en particulier sur la question des lanceurs et sur la question des satellites des constellations plutôt de satellites. Et là, évidemment, je pense qu'il faut que l'Europe, à un moment donné, réagisse, et il faut travailler maintenant. Ouais, parce que sur les lanceurs, on peut être aussi inquiet, malgré l'excellence d'Ariane Espace, qui fait toujours une part importante du marché mondial. Aujourd'hui, on voit quand même que certains arrivent à faire des fusées réutilisables, qui réatterrissent. Forcément, en termes de coûts, à un moment donné, ils vont être plus compétitifs, non ? Donc, il y a évidemment... nous, notre enjeu, c'est de réussir déjà Ariane 6, 2022, Ariane 6. Je suis persuadé que Ariane Group et Ariane Espace vont vraiment réussir, et nous, on est là pour les aider en permanence, et on prépare la base à Kourou, le CSG. Donc, ça, c'est l'enjeu numéro 1. Maintenant, évidemment, on voit bien qu'il y a des challenges qui sont extrêmement forts. Alors, il faut relativiser un tout petit peu les choses. SpaceX, évidemment, avec le Falcon, c'est un succès technologique. Je pense qu'il faut être clair. C'est un pari technologique auquel personne ne croyait dans le monde vraiment au moment où il a été lancé. C'est une idée qui trottait qui était là depuis très longtemps, mais personne n'avait voulu franchir le pas. C'est-à-dire l'idée de revenir du réutilisable, parce que il y avait plein de bonnes raisons pour pas le faire. Donc, grand succès techno. Au-delà de ça, soutien absolument massif du gouvernement américain, soit à travers la NASA qui a donné des briques technologiques énormes qui ont permis le lancement du Falcon, et puis soutien aussi, j'allais dire presque quotidien, du Department of Defense qui finance à des tarifs très élevés un grand nombre de vols du Falcon. Et donc ça permet aujourd'hui
ça permet aujourd'hui à SpaceX d'avoir une attitude très très agressive sur le marché commercial des lanceurs. Parce que en fait, ils vendent les vols commerciaux à des tarifs qui sont des tarifs de coûts marginaux. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à parler de dumping ? Non, j'irai pas jusque-là. Enfin, le marché en plus du spatial et le coût d'un lancement, c'est toujours quelque chose d'un petit peu compliqué. J'irai pas jusque-là. Mais par contre, effectivement, on est challengé par des coûts qui sont très très bas. Et donc, évidemment, il faut qu'on soit dans le marché commercial. Et il faut qu'avec les États, on soit aux côtés d'Ariane Espace pour construire effectivement une politique, nous aussi, agressive pour être dans le marché des lancements. Philippe Baptiste, quel est votre point de vue sur ce qu'on appelle maintenant la nouvelle colonisation, celle de peut-être le fait d'habiter la Lune, Mars. Est-ce que l'Europe a été jusqu'à présent un peu réticente dans cette démarche-là? Est-ce qu'on est en train de changer un peu de point de vue? Moi, je pense qu'on a tous besoin de rêver. La colonisation, comme vous l'appelez, pose enfin, je suis désolé parce que je rentre par la question des problèmes. Vous avez raison. Mais pose des problèmes technologiques, des problèmes aussi physiologiques qui sont absolument considérables. Vous savez que l'espace est un environnement extraordinairement hostile pour l'homme. La surface de Mars aussi. Ce qui veut dire que, en fait, très concrètement, si demain on devait partir sur Mars, il faut compter des voyages de globalement à peu près 3 ans, ce qui en termes de physiologique et de protection de l'homme aujourd'hui, on sait pas vraiment faire. Il y a un nombre de défis qui sont absolument considérables. Donc évidemment qu'il faut regarder, évidemment que c'est passionnant. Après, il faut aussi travailler sur. Il y a des très grands enjeux scientifiques et technologiques qui passent pas forcément par l'exploration humaine. Donc il faut avoir une politique. On peut aussi envoyer des robots pour explorer, par exemple, et exploiter les minerais, par exemple. Et surtout, moi, je crois que, sur ces explorations qui sont très lointaines, très complexes, et c'est peut-être un petit peu ma part de rêve, on aurait peut-être intérêt quand même à travailler tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, je pense à la fois aux États-Unis, à la Chine et à l'Europe, plutôt que d'envoyer 3 expéditions différentes. Bon, on va aller avec les Chinois sur la face cachée de la Lune. On va embarquer du matériel très bientôt. On travaille, oui. Bon. Merci beaucoup Philippe Baptiste, président directeur général du CNES, d'avoir été notre invité dans la matinale.